Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui sur ce deuxième webinaire des rencontres Astrodor, donc organisé par le Bassin Seine-Manche. Donc pour aujourd'hui, la thématique sera la transition des pratiques en pépinière pleine terre, avec deux présentations, le programme Biofruity qui vous sera présenté par Anaïs, et le programme sur le pilotage de l'irrigation qui vous sera présenté par Héloïse. Donc, on va démarrer tout de suite les présentations par Héloïse, donc sur le pilotage de l'irrigation. Alors, merci par avance de couper vos micros si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à la suite de la présentation, on aura un petit temps pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, soit en levant la main et puis je vous donnerai la parole au micro, ou alors vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà. À toi, Héloïse. Merci. Alors, je passe ma diapo. Donc, c'est un programme qu'on appelle pilotage de l'irrigation en pépinière pleine terre, qui est financé dans le cadre du contrat de filière Île-de-France, donc financé par la région Île-de-France en partenariat avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, et qui est implanté dans les pépinières EV à Feucherolles. Donc en fait, on a eu validation de l'essai début 2022. Enfin, la région nous a dit qu'ils nous finançaient l'essai début 2022, et pour pouvoir étudier des arbres assez rapidement, Jean-Robert, donc qui propriétaire des pépinières EV, enfin le gérant des pépinières EV, nous a mis à disposition une ligne et demie. C'est les lignes qui sont à droite ici, une ligne et demie de végétaux, des tilleuls et des érables. Donc on a décidé de les séparer en trois modalités. La ligne de droite, là, qui est verte et bleue, est arrosée de façon raisonnable, et elle est paillée ou non, et l'autre ligne n'est pas du tout arrosée. L'année d'après, on a pu anticiper les choses un petit peu plus, et donc on a mis en place 3 nouvelles lignes. On a pu comparer soit pas du tout d'arrosage, soit l'arrosage raisonné, soit un arrosage périodique, donc une fois par semaine, hormis évidemment les semaines où il pleut. Et là, on a plus de végétaux à disposition, 12 érables et 12 tilleuls par modalité. Pour ce qui est des résultats d'arrosage de l'essai, en 2022, de juin à août, on a arrosé les modalités raisonnées uniquement 6 fois, à raison de 1 heure à chaque fois. Donc ça représente à peu près 4 litres par arbre. C'était une saison qui était sèche, mais qui a été plus courte qu'en 2023, où on a dû arroser de juin à octobre. Et en fait, en 2023, le souci, c'est que finalement, il y a eu une grosse sécheresse en mai, et on a eu un petit peu de mal à rattraper, ce qui fait que la modalité M5, qui est aussi raisonnée, on a dû l'arroser 8 fois. Modalité M6, qui est périodique, on l'a arrosé 13 fois. M1 et M2, qui sont donc les végétaux qui ont été implantés l'année d'avant, n'ont été arrosés que 3 fois. Donc voilà les résultats pour les végétaux qui ont été implantés en 2021. Après 2 ans de culture, en termes de circonférence des arbres implantés pour les tilleuls, il n'y a pas de différence significative, même si on voit à peu près la même tendance que pour les érables, où là, la différence est significative. Et donc, les arbres qui sont et arrosés et paillés ont une circonférence plus importante que les arbres qui ne sont ni arrosés ni paillés, de quasiment 2 cm quand même. Pour ce qui est de la hauteur des arbres, pareil, même effet et pour les érables et les tilleuls, la modalité arrosée-paillée est plus haute que celle qui n'est ni arrosée ni paillée. Donc voilà comment on a déclenché nos arrosages. On les a déclenchés à l'aide de sondes tensiométriques que vous voyez là. Donc il y en a une qui était pour 30 cm, une autre pour 60 cm. Donc 30 cm pour les racines de la première année, à peu près, c'est à peu près là où elles sont, et 60 cm pour éventuellement voir la seconde année où elles se trouvent. Et ça, c'est en 2022, la première année, ce qui s'est passé. Ce qu'on voit, c'est que le potentiel hydrique, donc plus le potentiel hydrique sur une sonde tensiométrique est élevé, plus c'est difficile pour les arbres d'absorber l'eau, quoi. Plus ils ont besoin d'énergie pour la récupérer. Donc, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment les arbres qui sont arrosés, seulement arrosés, et ceux qui ne sont pas du tout arrosés, ont un potentiel hydrique qui est beaucoup plus élevé ici
que ceux à 30 cm, parce qu'évidemment à 60 cm, il n'y a pas encore de racines, que ceux qui sont et arrosés et paillés. Donc ça, c'était en 2022, et ce qu'on observe en 2023, ce qui nous a d'abord étonnés, c'est que là, les potentiels hydriques des arbres qui ne sont ni arrosés ni paillés et ceux qui sont simplement arrosés sont restés assez faibles, que ce soit à 30 cm et à 60 cm. En revanche, pour les arbres et arrosés et paillés, là, le potentiel hydrique a fortement monté pour les mêmes arrosages hein, que ceux qui sont seulement arrosés. Donc on suppose, on émet l'hypothèse qu'en fait, la première année ayant été très bénéfique à cette modalité, ils ont pu développer des racines plus puissantes, aller plus loin. D'ailleurs, on le voit, c'est les seuls qui, à 60 cm, absorbent de l'eau, c'est-à-dire que leurs racines sont arrivées jusque-là. Et donc, ils ont la capacité d'aller chercher de l'eau, même à des très forts potentiels hydriques, et c'est eux qui augmentent le potentiel hydrique comme ça du sol. Pour les végétaux qui sont implantés en 2022, on avait mis des sondes capacitives pour comparer avec les sondes tensiométriques. Et parce que les sondes capacitives, elles peuvent prendre des mesures tous les 10 cm. Là, on n'a pas pu encore parce que c'était la première année, mais en fait, on pourra voir éventuellement le déplacement des racines au cours du temps, jusqu'où elles vont, selon voilà, les potentiels hydriques, les pourcentages d'humidité cette fois-ci. Ah oui, c'est pas le potentiel hydrique, c'est le pourcentage d'humidité pour les sondes capacitives. Donc en 2023, on a eu un printemps et un automne qui ont été très très secs, et notamment pour les modalités qui n'ont pas été arrosées, on n'a pas du tout réussi à récupérer. Vous voyez là, le pourcentage d'humidité était super faible. Donc ça nous a causé pas mal de mortalité. Voilà, pour les érables, pour les tilleuls, pas de mortalité du tout, mais pour les érables, on a 83% de la modalité non arrosée qui est morte. Pour la modalité raisonnée, 17%. Donc voilà, ça prouve quand même l'intérêt du goutte à goutte, même en Île-de-France, hein, qui n'est pas une région censée être si sèche que ça. Comme les végétaux qui étaient implantés en 2021, ceux qui ont été implantés en 2022, à l'issue de la première année, on voit des tendances, mais pas de différence significative. Surtout pour la hauteur, parce qu'en fait, on a aussi des descentes de cimes qu'il va falloir qu'on comptabilise. Mais on voit que voilà, éventuellement, il y aurait un petit intérêt. Mais entre raisonnés et périodiques, pour l'instant, on n'a pas de différence très importante. On voit que quand même, ceux qui ne sont pas du tout arrosés du tout, enfin, qui sont pas arrosés du tout, sont un petit peu en retard, quoi. En parallèle des sondes capacitives, on a mis aussi des dendromètres. Donc, c'est des sondes qui permettent de mesurer le diamètre, enfin, en tout cas, l'épaississement du tronc au cours du temps. Une mesure dendrométrique, c'est intéressant, enfin, on peut l'étudier en regardant à quel point le tronc grossit et à quel point il diminue. Et si dans une journée, le tronc a plus grossi qu'il a diminué, alors la plante a engrangé de l'eau. Et inversement, si là, par exemple, mon pic est petit et la descente est grande, je sais pas si vous voyez ma souris, mais le pic est petit, la descente est grande, ça veut dire que l'arbre a perdu de l'eau, donc il était en stress hydrique. Et inversement, ici, ça monte, ça veut dire qu'il avait de l'eau. Donc, ce qu'on a pu voir en comparant et capacitive et dendrométrique, c'est qu'il n'y a pas de différence de réaction. En fait, quand le sol se réhumidifie, tout de suite, l'arbre aussi. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'au global, nos sondes capacitives, entre le début là, c'était le mois d'août, entre le début du mois de septembre, pardon. Entre le début du mois de septembre et la fin, le sol est plus arrosé, alors que inversement, le diamètre des arbres a diminué. Donc soit ça rend pas exactement compte, soit on était dans un phénomène d'ahoutement qui est très probable, et donc les arbres commencent à diminuer un petit peu leur activité. On a mis ces sondes dendrométriques que relativement tardivement, on a eu du mal à se fournir, on a eu du mal à les faire tenir, à savoir comment les installer. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est encore un peu du bricolage pour l'instant, mais donc l'année prochaine, on espère pouvoir suivre les modalités tout au cours de la saison et du coup pouvoir avoir une comparaison plus certaine, enfin on pourra avoir, plus importante entre capacitive et dendrométrie. Voilà pour ma présentation. Bah, peut-être quelques questions pour vous guider, si vous avez des retours d'expérience sur des sondes comme ça, du suivi d'irrigation.
Là, à la fin 2024, on arrive à la fin du contrat de filière. La question pour nous, c'est donc est-ce qu'on doit poursuivre cet essai sur 3 ans à nouveau, sur les mêmes arbres ou sur d'autres modalités, avec éventuellement d'autres outils dont vous auriez entendu parler? Et dans quelle mesure, voilà, cet essai pourrait vous permettre de changer vos pratiques? J'entends bien que moyennant le coût financier des sondes, j'imagine. J'avais juste une question moi, sur les pertes. Là, j'ai pas vu complètement le slide. Là, à un moment, tu as parlé de 83% de pertes non, sur les acères, non, Ouais, qui n'étaient pas arrosés et paillés, c'est ça? ouais, qui était pas arrosé du tout. Oui, oui. Ça me, ça me paraît énorme. Oui, mais bon. Bah oui, on s'attendait pas à ça non plus, mais en fait, vraiment, le mois de mai a été, très sec en Oui, Île-de-France. On n'a pas arrosé, quoi. ouais, effectivement. Et c'est les mêmes en plus, c'est les mêmes cultivars, la même origine que ceux de l'année d'avant. Donc, Mhm. on suppose que nos lots étaient à peu près, de bonne qualité, donc, enfin et homogènes en tout cas, donc, voilà. Vraiment, ça fait quelques arrosages finalement, bah, il y a eu 8 arrosages d'1 heure, c'est enfin sur toute une saison, c'est pas énorme, mais ça permet de sauver quand même q pas mal d'arbres, quoi. Non, mais c'est vrai que vos solutions, là, c'est peut-être puisqu'on aura des épisodes de plus en plus déconcentrés, enfin, avec des moments très pluvieux et des moments très secs, quoi. Ouais. Apparemment, on aura la même totalité de l'eau sur la même année, mais voire peut-être même plus des fois, ce qu'on voit cette année, mais il y aura quand même des périodes de sèche et tout dépend à quel moment tombent ces périodes de sec quoi, dans la vie de l'arbre, quoi. Donc c'est ça qui peut occasionner des dégâts. Donc l'arrosage raisonné, ça permet peut-être effectivement de lisser tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que finalement ouais, c'est ça, exactement, hein, on a moins souffert enfin, les arbres ont moins souffert en 2022 des sécheresses qui étaient en juillet-août que là en mai, en 2023, quoi. Ouais, Mmh. ok. Parmi les producteurs qui sont présents, est-ce que certains d'entre vous utilisent des sondes déjà? Il y a Tom qui a levé la main aussi. Non, pas d'utilisation de sondes à l'heure actuelle. Tom, on t'écoute, je t'en prie. Ouais, juste une remarque, plus qu'une question, ce serait peut-être pas mal, je reviens sur la croissance du coup des arbres, taille et circonférence, enfin hauteur et circonférence là. Ce serait peut-être pas mal de regarder, vis-à-vis de l'apport d'eau qu'il y a eu, enfin comment dire? Hem, Comparer les modalités en termes de centimètres, soit en circonférence, soit en hauteur du coup, mais vis-à-vis de la quantité d'eau reçue. En gros, 1 litre d'eau a permis de grandir de tant de centimètres. Enfin, je Mmh. schématise un peu, hein, mais et du coup, peut-être que les modalités, périodiquement arrosées, finalement, elles ont mieux tiré profit de cette eau, même si elle était un peu plus occasionnelle. Peut-être que la croissance a quand même été, meilleure au final. Elle en a mieux tiré profit, alors elle rattrape, pas autant qu'une, arrosée, très régulièrement et cetera. Elle sera peut-être pas aussi grande, mais peut-être qu'elle tire mieux profit et ça peut être une info aussi importante. Notamment comme il vient d'être évoqué, ben, des grandes périodes de sécheresse ou je sais pas quoi, on sait que la plante finalement va peut-être mieux en tirer parti, alors couplé avec du paillage ou pas et cetera, mais c'est peut-être un critère qui serait intéressant à mesurer. Du coup, au final, sur l'année, il y aura peut-être un peu moins de croissance, mais au vu de la plus faible quantité d'eau apportée, peut-être que c'était quand même un système optimisé. Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup. En fait, pour cette remarque. En fait, à la fin de l'année, l'objectif, c'est de quantifier financièrement, alors sans parler de l'eau, mais on fera du coup l'eau aussi. C'est aussi de quantifier le gain de temps, qu'on a eu à arroser. Bon, finalement, il y a aussi le gain d'arbres, mais le gain de temps de culture qu'on peut avoir grâce à l'arrosage. Donc il y aura ça aussi, comme étude un peu, de comparaison, quoi. Et le gain de calibre aussi, si jamais vous l'avez, enfin là,
les différences avaient l'air assez faibles. Mais nous, avec le paillage, on avait eu souvent des gains de calibre, et quand on voit le prix que ça représente, du coup, de vendre un arbre du calibre supérieur, c'était hyper intéressant, remis à l'hectare, hein. Oui, bah, on a déjà 2 cm de circonférence. Je pense qu'on arrivera à avoir un calibre à la fin de la saison, là. J'espère aussi. Mm. Est-ce que certains d'entre vous ont des remarques sur les essences qui ont été testées dans cet essai? Est-ce que vous pensez que d'autres essences pourraient être intéressantes à mener? Pas de demande particulière? Bah, comme ça, non, brûle pour point, mais c'est vrai qu'il y en a sans doute d'autres. Le problème, c'est définir des listes d'essence qui vont, on est sûr de pouvoir continuer à produire dans de bonne qualité, dans de bonnes raisons. Enfin, est-ce qu'il faut il faut plutôt viser les essences justement les plus fragiles par rapport au changement climatique, hein, comme, je sais pas, moi, par chez nous, les hêtres, etc., ou est-ce qu'il faut, il faut se concentrer sur celles dont on est sûr qu'on va pouvoir continuer à produire en même temps, on n'est pas si sûr que ça, hein. Et bon, après, ça dépend des pépinières, quoi. Je pense qu'on est plusieurs à faire énormément de variétés, quoi, donc on ne peut pas tout tester, ça c'est sûr. Non, mais si vous avez des essences qui peuvent être plus compliquées justement à avoir les calibres souhaités, justement, ça peut être intéressant de les intégrer dans ce type d'essai pour essayer d'optimiser la pousse. Ouais, à reparler, Vincent, quand on fera le rencontre, technique, peut-être effectivement avec les équipes. Il y a Isabelle qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Déjà, en fait, dans les demandes de poursuite d'essai qui m'ont été remontées, ce serait de voir avec un enherbement entre rangs, alors maîtrisé, hein, bien sûr, mais laisser monter plus l'enherbement pour voir si ça a un effet de réduction de température au niveau du rang, et donc de moins de consommation d'eau. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, la végétation plus haute en interrang, qui permettrait de diminuer la température sur le rang et donc la consommation en eau. Ouais. Mais on peut faire ça, mais du coup, tu sais comment c'est chez Oui. chez Jean-Robert, la difficulté, ça va être de tondre plus, d'avoir la modalité plus sèche du coup. Mais on peut essayer, ouais, bonne idée. Trop cool, merci. Et du coup, je pense qu'il faudra, bon, c'est Camille, mon collègue Camille qui va être content, mais des questions de sonde de température là, qui s'étaient mises en place. On avait reçu des gens qui nous avaient présenté ça. Il faudra qu'on se repenche là-dessus. En parlant de sondes, est-ce que il y a des outils que vous auriez entendu parler ou qui vous interrogent, qui vous pensez pourraient être intéressants d'intégrer dans cet essai? Ou est-ce que les outils qui sont testés vous semblent intéressants et suffisent pour l'instant? Je reviens toujours sur l'histoire du dendromètre. C'est bizarre que vous soyez obligé d'intégrer le bambou avec. Est-ce qu'il n'en existe pas où on pourrait ne pas intégrer le bambou? En fait, on peut ne pas intégrer le bambou, hein. Nous, on n'était pas très contents, enfin pas très contents, avec Jean-Robert quand le monsieur a installé devant nous et qu'il a pris le bambou en question, juste pour remonter la photo, c'est pas logique. Nous, on lui disait qu'on aurait plus de variations évidemment s'il n'y avait pas le bambou. Et en fait, comme ça tombe globalement, assez fréquemment, je pense que le tuteur, ça permet de maintenir un peu la chose. Après, Anaïs, elle va peut-être essayer d'autres dendromètres, donc on pourra comparer un peu. Et pourquoi pas déplacer les dendromètres sur les arbres qui ont 2 ans aussi, enfin quelques-uns, pour voir si étant plus gros, on peut peut-être les mettre tout seuls. Ouais, faut qu'on essaye de faire ça. Après, on les voit les variations, hein, mais c'est juste qu'elles sont 2 fois
en principe 2 fois plus petites, quoi. Effectivement, il y a des dendromètres qui sont un petit peu plus adaptés pour des plus petits diamètres qui prennent un peu mieux le tronc ou la tige. Ça, c'était vraiment les premiers sur le marché, enfin, on voit, hein, c'est artisanal, Oui, c'est quoi. gros, hein. C'est un gros modèle. Enfin, c'était les plus petits à l'époque. Il y a une remarque de Bruno Picard dans le chat relatif à la demande d'Isabelle sur l'enherbement des interrants. Il précise qu'il faudrait une végétation assez haute, d'1,20 m à 1,50 m, donc haute que le régras, pour qu'il y ait vraiment un effet d'ombre sur le rang, sur l'humidité et sur la température du sol, je pense. OK. Ouais, dans ce cas-là, sorgho, avoine, des choses comme ça, quoi. Ouais, Seigle. OK. Alors, il y a ombre, mais il y a aussi évapotranspiration qui fait un environnement local plus frais et enfin, il y a pas que l'effet direct de l'ombre. Mmh. Il y a aussi moins de rayonnement, plus de fraîcheur. Ouais. Bon, on peut essayer ça, hein, ce serait très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, on a fait le tour de vos interrogations. Dans ce cas-là, on va passer à la présentation suivante avec Anaïs qui va nous présenter les résultats de l'essai Biofruity. Si, Oui, voilà, pardon. je te laisse la main. Oui. Donc le projet Biofruity, c'est un projet qui vise à tester des itinéraires techniques pour la pépinière fruitière de pleine terre avec des itinéraires adaptés à l'agriculture biologique. Donc c'est un projet qui est mené entre 4 structures partenaires avec le soutien financier de l'OFB dans le cadre du plan Ecophyto 2, donc qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc les 4 stations, on a le CDHR Centre Val de Loire qui est porteur du projet, Planète Légumes, Fleurs et Plantes qui est donc la station de Roville-aux-Chênes dans le Grand Est. Astrodor Loire-Bretagne avec donc Astrodor en Pays de Loire et puis nous Astrodor Seine-Manche. L'objectif du projet, c'est vraiment d'élaborer des itinéraires techniques en combinant donc différents leviers. Pour ça, on s'est réunis donc les partenaires et les producteurs pour travailler sur les problématiques et sur les leviers qui seront utilisés pour pouvoir fournir aux producteurs ensuite des références techniques en biologique. Donc les productions ciblées, ce sont les donc fruitiers. Chez nous, on travaille avec Pépinière fruitière de la Lande, qui est située dans la Manche. En Pays de Loire, ce sont les pépinières Augereau. Pour le CDHR, ils ont suivi les pépinières Cronier et dans l'Est, les pépinières Pochard. Donc c'est mis en place sous forme d'essai système, donc il y a une parcelle vraiment qui est consacrée au projet. Et donc les problématiques et les leviers diffèrent en fonction des producteurs. Chez nous, donc aux pépinières fruitières de la Lande, les cultures ciblées sont pommiers, pruniers pêchés et cerisiers. La première année du projet, c'est vraiment l'échange autour des problématiques. Donc la culture n'est pas encore mise en place. On s'est vraiment réunis pour un peu voir les problématiques et les leviers qu'on pourrait mettre en face. Donc nous, on a choisi de vous présenter du coup celle suivie par Astrodor Seine-Manche. La première problématique, ça a été la préparation de la parcelle sans l'utilisation de glyphosate, puisque d'habitude, la prairie est cassée à l'aide du glyphosate et du labour. Donc là, c'était labour sans glyphosate. La gestion de l'enherbement de l'interrant, elle est habituelle en fait par le producteur. Il effectue plus ensuite que du travail du sol durant le printemps et l'été.
On va le voir, ça nécessite plus de travail du sol étant donné qu'on n'a pas utilisé de phyto au préalable. La gestion de l'enherbement sur le rang a été envisagée, donc un paillage au miscanthus. Ensuite, pour favoriser la biodiversité fonctionnelle, il y avait eu un inventaire qui avait été réalisé auparavant sur la faune et la flore du site. Et puis, on a mis en place des abris auxiliaires pour les rapprocher des parcelles. La gestion des cervidés, toutes ces parcelles sont grillagées, donc elle n'est pas trop problématique sur ce site. Et la gestion des insectes et maladies, donc on avait une liste des différents leviers de produits de biocontrôle ou produits naturels peu préoccupants pour limiter donc les ravageurs ou les maladies. Donc, sur ce site-là et sur différents sites normands, en fait, il y avait un audit de biodiversité fonctionnelle qui avait été réalisé avec Marie-Laure et Vincent dans le cadre du groupe 30 000 Hortipépi normand par Villeneuve-Chassé en 2021. Donc, ça tombait bien puisque le projet commençait donc à la suite en 2022. Elle avait réalisé donc une observation déjà des bordures et des aménagements autour des parcelles. C'est un site dans le Cotentin où on a des haies bocagères diversifiées. Enfin, on est vraiment dans le bocage. Donc, autour, on a d'anciennes pâtures, également fleuries et diversifiées. Et toute la bordure de parcelles, il y a des grandes bandes enherbées, puisqu'il implante au milieu des prairies. Donc, là aussi, bien diversifié. Ensuite, au niveau des insectes qui ont été relevés toujours dans cet audit, donc elle a relevé les auxiliaires naturels qu'elle pouvait trouver dans les cultures. Donc pas mal de cirfes dans les foyers de pucerons, principalement dans les parcelles. Très nombreuses coccinelles également, mais elles arrivent assez tardivement. En fait, on est dans une situation où le réchauffement au printemps se fait un peu doucement. Donc du coup, on a les auxiliaires qui arrivent un peu tard sur les parcelles. Les parcelles de sol nu qui sont également assez peu accueillantes pour que les auxiliaires puissent rentrer à l'intérieur des cultures. Et dans les bordures, elle trouve divers auxiliaires encore, araignées, cirfes, coléoptères, et dans les prairies pérennes à proximité, encore pas mal de coccinelles. Le dispositif parcellaire, comme on vous l'a dit, c'est vraiment une parcelle qui est dédiée pour le projet. Vraiment cultivé, on a 875 mètres carrés, mais la parcelle en tout, avec les tournières et les bordures enherbées, fait 1850 mètres carrés environ. Donc le terrain a été préparé à l'automne 2021, donc par travail mécanique exclusivement. L'implantation des porte-greffes s'est fait en mars 2022, avec un écartement des rangs plus grand que d'habitude, avec 50 cm entre les plants. Et donc les écussons ont été greffés en août 2022. On a principalement du pommier sur la parcelle, ensuite 2 rangs de cerisier, pareil en prunier et pêcher, et au bout, un rang également, 1 rang et demi de châtaignier. Donc les aménagements, on a fait quelques aménagements, abris pour les auxiliaires, mais tout en sachant qu'on a quand même de nombreux sites naturels d'abri et de nidification tout autour de la parcelle. Donc les résultats que je vous présente ici, c'est les résultats donc 2023, puisque 2022, on était sur culture de porte-greffe. Il y a eu quelques problématiques, mais c'est surtout là qu'on commence à avoir des résultats en 2023 avec l'émergence des écussons. Sur pommier tout d'abord, donc je vous ai remis le graphique de gauche, ce sont les différents ravageurs qu'on a pu voir sur la culture. Donc on a d'abord l'arrivée des pucerons verts en premier avec la courbe bleue qui sont rapidement limités avec la première taille des gourmands et puis les autres tailles par la suite. Et par contre, on a à la suite donc les pucerons cendrés, c'est la courbe verte qui arrive ensuite, qui arrive par foyer. Tu peux remettre... Merci.
donc qui sont vraiment la principale problématique sur les pommiers, puisqu'ils vont causer une courbure des feuilles. On a du mal après à les atteindre, et puis ils peuvent causer aussi des courbures des tiges. On a dû du coup réaliser donc 3 traitements. D'abord de traitement savon noir et huile essentielle de menthe poivrée et géranium rosa, et puis un traitement à base de Beauvaria bassiana pour limiter ces pucerons, sachant que leur hôte secondaire, c'est le plantain. Donc après, on a beaucoup de plantain tout autour de la parcelle, donc ils rejoignent le plantain à la suite, courant de l'été. On a une bonne diversité des auxiliaires sur pommiers. La problématique, c'est qu'ils arrivent quand même relativement tard, début juin finalement, sur la culture, donc on a du mal à limiter les premiers foyers. Ensuite, on arrive aux cerisiers. On a un peu le même problème en fait, avec des pucerons verts qui sont limités. Je veux bien les cerisiers, s'il te plaît. Ils sont limités assez facilement, donc en début de saison. Mais par contre, les pucerons noirs, pareil, qui arrivent en foyer, qui atteignent jusqu'à 85 des plantes. Donc pareil, les crispations des feuilles et puis parfois courbure de tiges. Donc pour tout ça, en 2024, on va réaliser des notations sur la qualité pour voir si on a une diminution de la qualité des plantes. Donc là, il y a un traitement de plus qui a été réalisé. C'est toujours les mêmes traitements qui ont été utilisés pour cette année. Pareil, les auxiliaires arrivent un peu tardivement sur la culture et ils sont moins diversifiés du coup que sur pommier. On a principalement des coccinelles et des araignées. Merci, tu peux passer. Donc prunier et pêcher, assez peu de ravageurs. Donc je vous ai parmi les courbes ici. On a présence de rouille sur les pruniers qui peuvent engendrer une chute précoce des feuilles, donc à la fin de l'été. Et puis un peu de criblure, mais sans conséquence sur les pêchers. Les auxiliaires sont moins diversifiés que sur les cultures précédentes, avec surtout plutôt des araignées. On a eu une perte de greffons donc sur les pruniers porte-greffes, donc pour ces 2 cultures. Sans doute dû à la mauvaise orientation en fait de la greffe, et puis peut-être aussi aux fourmis au printemps. Ensuite, pour la gestion de l'enherbement, donc comme je vous l'ai dit, on a la parcelle a été préparée. Donc j'ai fait une erreur là, c'est 2021 du coup, en travail exclusivement mécanique. On a eu assez peu de désherbage, pas de désherbage plutôt en juillet-août de 2022, puisque l'été était sec et finalement les adventices sont pas poussés. Et alors qu'il y avait eu un printemps pluvieux. Et on a eu par contre l'inverse en fait en 2023, puisque l'été 2023, enfin juillet et août en tout cas, ont été très pluvieux. Après et du coup, il a été difficile de rentrer dans les parcelles et de réaliser le désherbage mécanique. Un paillage a été réalisé donc au début de l'automne 2023 sur le rang, avec du miscanthus qu'ils produisent maintenant en interne. Donc ils ont investi dans une pailleuse pour pouvoir pailler les rangs. Et là, du coup, tout de suite au printemps, on voit que les rangs sont restés relativement propres par rapport à l'interrang. Et ça va être plus facile pour le premier désherbage qui va être réalisé donc là, courant du mois d'avril, pour repartir sur le printemps. Un petit mot sur les résultats des stations partenaires. Donc, dans l'Est, ils sont partis sur des tailles plus gros de plantes, en fait, de 6, 8, 8, 10, qui ont été plantées en mélange. Ils ont pu tester différents paillages. Ils ont testé la glu arboricole parce qu'ils ont eu des problématiques de fourmis. Mise en place de prairies fleuries en interrang et de plantes de service sur les rangs ou en bout de rang.
En Centre-Val de Loire, donc c'était exclusivement du pommier porte-greffe, qui a été planté avec des problématiques comme nous de pucerons. Des plantations de haies à venir parce que c'est assez peu arboré tout autour de ces parcelles. Et la principale problématique chez eux sont les cervidés avec des essais de répulsifs, des faroucheurs ou de différentes protections sur les cultures. En Pays de Loire, on a un petit peu les mêmes mises en place que chez nous, donc en Normandie. La densité de plantation a été réduite de moitié. Ils ont eu peu de ravageurs. Ce qu'ils ont eu, ça s'est tenu sur la saison. Il n'y a pas eu besoin d'intervention. Plus de binage sur donc, la parcelle bio et puis un très bon développement des plantes. Si. Donc pour terminer sur ce projet-là, une prolongation a été demandée en 2024 pour pouvoir suivre la culture jusqu'à la fin. Et puis on réalise une comparaison avec un itinéraire technique de référence utilisé d'habitude par le producteur. Comparaison également par rapport au temps passé, quand on a des désherbages à faire en plus, ce genre de choses. Une étude technico-économique qui sera réalisée également et puis, tout ce qui est autour de la communication du projet. Voilà, donc si vous avez des retours d'expérience sur ces thématiques, est-ce qu'il y a besoin de travailler plus spécifiquement sur les points qui posent problème? On a vu chez nous, c'est principalement les pucerons migrateurs. Tout ce qui est gestion de l'enherbement, travail du sol, on a des projets qui arrivent là, vraiment spécifiquement sur ces thématiques. Et puis la possibilité ou pas de valorisation des plants fruitiers bio. Donc du coup, on a certains producteurs qui se lancent avec, la parcelle de biofruitiers qui sera dédiée au bio et puis d'autres producteurs qui voient pas tellement comment pouvoir valoriser en fait, cette production biologique, la plus-value qu'ils peuvent avoir dessus. Et puis, est-ce que c'est transposable, ce type de culture chez vous? On vous écoute. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai vu, c'est plus dans les comparaisons avec les autres stations. Là, je sais pas s'il y a eu des résultats positifs là sur les cervidés notamment. Parce que ça, c'est quand même un problème chez nous. L'avantage des pépinières bocagères, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi avec on peut abriter des gros parasites. Bref, et puis sinon, je voulais savoir, oui, est-ce que pour le producteur là, qui fait des essais bio, est-ce que ça l'encourage quand même avec vos premiers essais à faire une culture bio de fruitiers, sachant qu'effectivement, après, il y a le problème de la valorisation, mais bon, déjà, de savoir la faisabilité, quoi. Est-ce que ça, il a des résultats probants, notamment avec son paillage Miscanthus, là, je pense que c'est vertueux parce qu'il produit, je sais qu'il produit maintenant. Et il y a plein de questions en fait dans cet essai-là, qu'on a vu dans d'autres essais précédents, le désherbage, le pépinière qui est toujours le même problème, etc. Ouais. Alors pour la première question concernant les cervidés, c'est compliqué, hein. La station qui a des problématiques cervidés, c'est vrai que c'est compliqué. Tout ce qui est farouchement, en fait, ils s'habituent, donc ils finissent par revenir quand même. Donc là, ils testent différents manchons, en fait, autour des arbres et cette année, ils vont tester à base de laine de mouton parce qu'a priori ça doit les décourager, mais à suivre. À suivre. Ensuite pour le travail sur le bio, en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, comme la parcelle est vraiment menée comme ça, c'est aussi d'aller au bout, comment dire?
de pousser vraiment le bouchon un peu loin, on peut se le permettre ici. Donc finalement, de se rendre compte que des fois, peut-être le traitement n'était pas indispensable. De se rendre compte aussi qu'il y a pour certaines problématiques, c'est possible de faire autrement. Ça permet vraiment de tester les limites. Donc c'est ça l'intérêt. Nous, Pépinière de la Lande, il n'est pas prêt à passer en bio à cause de différents points qui coincent et puis surtout de cette possibilité de valorisation, en fait, de le valoriser ou pas. Mais c'est vrai que ça permet quand même de mettre le doigt sur certaines problématiques qui peuvent être gérées d'une autre manière. On a une question de Bruno. La mauvaise maîtrise des pucerons cendrés a-t-elle entraîné des plantes invendables? Branches tordues, fumagines? Alors ça, c'est ce qu'on va devoir évaluer cette année, justement, parce qu'il y a quelques branches tordues, effectivement, donc il va falloir évaluer eh ben, la qualité des plantes, quoi. Et le problème aussi avec le bio, c'est vraiment l'anticipation, parce que finalement, quand on gère comme ça à l'arrivée des pucerons, ben, on a comment dire? C'est des produits de contact, hein, et il y a pas la même réactivité que ce qu'on peut avoir avec certains phytos. Donc il y a vraiment une anticipation à avoir, quitte même à agir dès la fin de l'hiver, alors qu'on n'a pas encore de pucerons arrivés. Bah, voilà, par exemple, non, il n'y a pas eu d'huile d'effectuer cet hiver, quand je parlais d'anticipation. Il n'y a pas eu de cloque sur les pêchers? Il y en a pas eu, il y en a là. Au printemps, là, je commence à en voir. Jusque-là, j'en avais pas eu. Et paillage miscanthus, pourquoi ça n'a pas été fait dès la première année sur le rang? Parce que le producteur n'avait pas de production ou parce que c'était une volonté? C'est ça, c'est vraiment là, il vient de commencer en fait sa production et sa mise en place sur cette D'accord. parcelle et sur d'autres, hein. Et quel volume de miscanthus il a été mis avec la pailleuse? C'est une bonne question. Je En saurais fait, pas te dire là. il a investi, c'est l'année dernière, je crois, dans une pailleuse à logettes qu'il a fait modifier pour mettre en place son miscanthus. Et donc, c'est une trémie de 900 litres et je lui avais posé la question, il doit pailler entre 100 et 120, entre 100 et 120 mètres avec une trémie. Et elle mesure combien en largeur cette machine pour passer en 3 rangs? Oui, oui, tout à fait. Non, Elle mais passe derrière le J'ai pas la microtracteur. dimension. Elle passe Enfin, dans le rang d'1,50 m, hein. Enfin, ouais, 1,60 m. Les infos techniques sur la machine pourront être dans le compte rendu? Oui. Oui. Et autre chose, quelle surface de miscanthus en culture pour couvrir quelle surface en production? En paillage? Je crois qu'il a 2 fois 5 hectares de miscanthus. Et après, on ne sait pas combien il couvre de surface avec ça. Parce Non, qu'il couvre pas que cette parcelle après. Oui, je pense, oui. Et durée de vie du paillage miscanthus, pour l'instant, il a été mis à l'automne 2023, c'est ça? Alors son objectif, c'est vraiment pas de le laisser lui au printemps. C'est de repasser sur le désherbage mécanique, la suite. Donc, il a un intercept pour travailler sur l'or? oui, oui, oui. Il est avec quoi comme matériel? Vous Euh, savez? Pas. je crois que c'est du bellum. D'accord. oui, il me semble que c'est du bel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le protocole, sur la gestion des différents problèmes? Est-ce que certains d'entre vous se sont posé la question de faire du fruitier bio et si oui, est-ce que vous y allez? Sinon, pourquoi est-ce que vous n'y alliez pas à la limite? Expliquez-nous. Naturellement, on va y arriver si on continue comme ça. Mais non, pour l'instant, c'est pas une priorité. Donc, Bruno nous dit que pour les cervidés, il y a la clôture électrique. Haute. Haute. Alors, Monsieur Levoix, là, chez qui l'essai est fait, est en train de... Il a commencé à grillager ses parcelles depuis quelques années. Donc, il les fait petit à petit, avec des grillages renforcés. Je ne sais plus le terme exact, mais... Grillage contre les gibiers. Hein. Oui. C'est vrai qu'en plus, la problématique qu'avaient certaines stations, c'est que les cervidés sautaient les grillages. Mais là, avec les haies qu'il y a autour, ils n'ont pas possibilité non plus de prendre l'élan dans la plaine pour aller sauter le grillage. Le passage de son chien aussi, il me disait, marche bien. Il fait combien de désherbage mécanique par an, on sait? C'est... Parce que tu as marqué toutes les 2-3 semaines, ça peut en faire beaucoup, beaucoup. En Ouais. consommation gasoil et en temps de main-d'œuvre. Oui, alors c'est sur une période limitée quand même, hein, mais ici. Puis sans compter qu'il rattrape à la binette une fois ou deux dans la saison aussi. J'avais noté 7 passages en 2023. Oui. Après, tout dépend de la saison, quoi. En 2023, il avait quand même eu des difficultés à trouver des créneaux pour passer. Mais voilà. On a une pousse dans le Cotentin qui est assez constante. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques sur cet essai? Non, on va considérer que non. Écoutez, on va vous remercier de votre présence aujourd'hui. Pour rappel, ce webinaire fait partie d'une série de 4 qui a commencé au mois de mars et qui va se terminer au mois de juillet, avec 2 prochaines dates qui sont déjà fixées. Le 4 juin avec un sujet sur la recherche de solutions alternatives sur la santé des plantes, avec une approche système et l'utilisation de pièges connectés. Et le 2 juillet, il y aura un webinaire sur la diversification de gamme pour de nouveaux usages, avec des plantes et fleurs comestibles et des solutions de végétalisation. Donc, tous les essais qui sont présentés lors de ces webinaires, vous pourrez les retrouver lors de notre journée porte ouverte à Saint-Germain-en-Laye, dont la date est déjà fixée, qui aura lieu le 25 septembre 2024. Donc, vous pouvez déjà les noter dans vos agendas.
Pour terminer, le Astrodor a publié tout dernièrement le guide de l'eau qui est disponible sur le site internet d'Astrodor en vous connectant avec vos identifiants ou avec le lien qui est présent. C'est un lien direct là que tu as mis, Héloïse, pour le télécharger. On peut peut-être le copier dans le chat pour que les gens puissent y avoir accès sans avoir à recopier à la main Je peux essayer, ouais. le code qui est un peu long. Et du coup, je remercie Héloïse et Anaïs pour vos présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous ou directement vers Héloïse et Anaïs qui pourront répondre à vos questions. Donc, merci. Oui. Pour l'organisation, si je peux me permettre. Est-ce que, mais c'est peut-être que ça a été essayé, mais bon, après, c'est la disponibilité. Quand il y a des essais qui sont pas mal chez les producteurs, c'est peut-être essayer d'avoir au moins un ou deux producteurs concernés par les essais, quoi, s'il peut participer, parce que faire part son expérience et puis en même temps, voilà, échanger des idées, quoi. Mais bon, je sais bien que c'est toujours un problème de disponibilité. Vous avez peut-être essayé d'avoir les uns les autres, quoi. Oui, ils avaient été contactés, mais ils n'étaient pas disponibles, effectivement. C'est pour les prochains. On essaiera de faire le forcing pour les prochains. Ok, merci. Très bien. Et merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.